Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la section S09B. Donc, c'est la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, dans la section S09A, on avait davantage parlé là, des réactions nucléaires là, qui se produisaient au cœur du Soleil. On avait parlé entre autres des photons, des neutrinos là, qui étaient émis dans les réactions nucléaires. Dans cette deuxième partie là, à la section S09B, ça va être plus d'autres aspects en fait des étoiles, ok? Puis ça va être éventuellement aussi comment on fait pour déterminer la masse des étoiles dans des systèmes qu'on appelle des systèmes d'étoiles doubles ou des systèmes d'étoiles binaires. On va voir qu'il y a une technique là on peut fonctionner avec ce qu'on appelle l'effet Doppler spectroscopique. Donc on verra ça tout à l'heure. Okay? Mais d'abord c'est ça. Donc outre le fait d'étudier les réactions nucléaires là, qui se passent au cœur du Soleil ou au cœur des étoiles, on peut étudier d'autres aspects des étoiles, comme bien sûr par exemple la taille, la masse, donc les caractéristiques le plus typiques. Donc le Soleil par exemple, on sait qu'il est très 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 gros. Okay? Son diamètre correspond à 110 fois le diamètre de la planète Terre et la masse correspond à peu près à 330 000 fois la masse de la Terre. Donc on le savait que le Soleil était quand même très très gros et très 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 massif aussi. Sinon, un autre aspect un peu mystérieux, un peu intéressant du Soleil, c'est que à la surface du Soleil, on remarque des espèces de petits points qui sont un peu plus sombres. Hein. Ça arrive une fois de temps en temps, on appelle ça des taches solaires. Et les gens se demandent un petit peu c'est quoi ces fameuses taches solaires-là. Mais avant de parler des taches comme telles, juste quand même regarder un petit peu ce qui se passe à la surface du Soleil. Donc on sait que le Soleil c'est une étoile, hein, donc ce n'est pas une planète comme la planète Terre. Donc c'est pas une surface qui est solide. Donc c'est pas de la roche, c'est pas de la Terre. En fait le Soleil c'est juste quelque chose qui est gazeux, hein, si on veut. Et donc sa surface ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui est solide, qui est fixe. Si j'ai une petite animation là, c'est ça. C'est plus quelque chose qui est une espèce de, c'est comme une espèce de gaz liquide, une espèce comme de fluide, ok? Et c'est comme en espèce de bouillonnement, comme ça, vous voyez, ça fait des espèces de petites bulles comme ça. On dirait que ça bouillonne un peu comme si vous faisiez bouillir de l'eau dans une casserole à la surface de l'eau. C'est des espèces de petits bouillons comme ça. Ben, à la surface du soleil, c'est un petit peu l'équivalent de ça qui se produit, mais évidemment à beaucoup plus grande échelle. On dit dans l'image ici, là, chaque petit espèce de bouillon, là, chaque petit bouillonnement comme ça serait gros comme un continent terrestre. Donc on comprend que c'est très 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 gros. Ok. Euh, et donc en gros c'est ça qui se produit. La surface du Soleil ça ressemble à ça. Donc c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui est constamment en train de bouillir un peu ou de boucher comme ça. Et ça arrive à certains endroits qu'on trouve justement des espèces de taches solaires, donc des zones qui semblent plus sombres que le restant de la surface du Soleil. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que quand on parle d'une tache solaire, tu sais, des fois on va dire ah c'est sombre, ok. Ben il faut faire attention en fait, une tache solaire c'est très 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 lumineux, mais c'est juste que c'est un petit peu moins lumineux que que la surface normale du Soleil. Okay? C'est sûr que, par exemple, quand on prend une image comme celle-ci, okay, ben c'est sûr que il y a eu un certain traitement d'image qui s'est fait, parce que si on ferait juste regarder le Soleil comme ça, en ligne droite, avec un appareil photo normal, par exemple, ben on serait juste complètement aveuglé, complètement illuminé, on verrait rien, on verrait juste là, du blanc partout. Okay? Fait que c'est sûr que pour prendre une image comme ça, il a fallu réduire là, de beaucoup la luminosité, il a fallu comme filtrer là, beaucoup la lumière pour que ça donne une image comme ça. Et en faisant ça, c'est ça, il y a certaines régions dans la photo qui nous apparaissent noires, qui nous apparaissent sombres, mais ça veut pas dire que ces parties-là n'éclairent pas. Ces parties-là émettent beaucoup de lumière, juste qu'ils émettent un peu moins de lumière que la moyenne là, de la surface du Soleil. Okay? Fait que ça qu'il faut quand même garder en tête. C'est très 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 lumineux quand même des taches solaires. Et même aussi ce qu'il faut faire attention, c'est que si on regarde ça uniquement en lumière visible, c'est vrai qu'en lumière visible, une tache solaire, ça émet moins de lumière visible que le restant de la surface du Soleil. Par contre, quand on regarde dans différentes autres longueurs d'onde, comme par exemple en rayon ultraviolet ou en rayon X, on se rend compte que les taches solaires, c'est plutôt des endroits où on a plus d'énergie que d'habitude qui est émis. Donc là où il y a des taches solaires, il y a davantage d'énergie là, émise sous forme ultraviolet ou sous forme de rayon X que la moyenne de la surface du Soleil. Ici, j'en ai des animations. Okay. Donc, ça montre vraiment à quel point il faut être
dans le fond, prudent, faut pas sauter trop vite aux conclusions. Donc, il faut pas juste regarder le soleil en une sorte de longueur d'onde, puis dire, mettons, on a regardé le soleil en lumière visible, puis on arrive à la conclusion que les taches solaires sont moins énergétiques que le restant de la surface du soleil. En fait, c'est plutôt le contraire. Si on regarde et en rayon ultraviolet et en rayon X, on se rend compte que les taches solaires, c'est des endroits où il y a plus d'énergie qui est émise. Fait que ça montre encore une fois qu'il faut être prudent. Faut jamais regarder un objet juste dans une seule longueur d'onde puis sauter aux conclusions. C'est vraiment important là, de le regarder dans plusieurs longueurs d'onde, puis aller mettre toutes les informations en commun pour ensuite être capable d'aller tirer le maximum d'informations possible, puis de se faire une idée plus juste et plus globale de comment fonctionne l'objet qu'on est en train d'observer. Fait que c'est un bel exemple ici qui nous montre que c'est toujours utile de faire ça. Regardez là en plusieurs longueurs d'onde. Okay. Sinon, il y avait les diagrammes à chair qu'on a vu un petit peu. On a fait un exercice là, par rapport à ça. Donc, je vais pas comme le redire, c'est déjà quand même assez bien expliqué dans le livre, c'est quoi des diagrammes à chair, à quoi ça sert, vous en avez des exemples aussi. On va passer un petit peu plus rapidement là, sur cette section-là. C'est juste pour vous dire que, en fait, les diagrammes à chair, c'est le but d'un diagramme à chair, c'est de comparer plusieurs étoiles hein, dans un seul diagramme. Et le but ultime, c'est un petit peu de voir c'est quoi la place du Soleil dans la galaxie là, par rapport aux autres étoiles. On peut se poser la question, est-ce que le Soleil est plus brillant, moins brillant que les autres étoiles? Est-ce qu'il est plus gros? Est-ce qu'il est plus petit? Est-ce qu'il est plus chaud? Est-ce qu'il est plus froid? L'idée, c'est un petit peu de le comparer. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est bien dur de faire des comparaisons avec les étoiles, parce que les étoiles, il y en a une très 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 grande variété. Tu sais, juste mettons pour la taille des étoiles, il y en a qui sont vraiment très 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 grandes, et il y en a qui sont vraiment très 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 petites. Et si on regarde par exemple parmi les étoiles qui sont plus grandes, ben oui, il y a des étoiles qui sont plus grandes que le Soleil, mais parmi les étoiles qui sont plus grandes, il y en a qui sont vraiment là énormément plus grandes que le Soleil. Il y a certaines étoiles, comme par exemple l'étoile Bételgeuse, ça en est un exemple, qui sont des centaines de fois qui ont des rayons qui sont des centaines de fois plus grands que celui du Soleil. Par exemple, l'étoile Bételgeuse a un rayon qui est à peu près équivalent là, à 300 fois le rayon du Soleil. Donc, c'est vraiment immense comme étoile. Et au contraire, des étoiles qui sont plus petites que le Soleil. Et encore une fois, il y a des étoiles, parmi celles qui sont plus petites, il y en a qui ont des rayons qui sont des centaines de fois plus petits que notre Soleil. Donc, c'est bien dur de comparer le Soleil avec les autres, parce que des étoiles, il y en a vraiment de plusieurs sortes et de vraiment plusieurs tailles très 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 différentes. Il y en a des très grosses, puis il y en a des quand même très petites comparativement au Soleil. Donc, en tout cas, le Soleil, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas parmi les plus grosses étoiles, c'est pas parmi les plus petites étoiles non plus. Donc, il est plus comme, on va dire, dans le milieu, okay, si on pourrait dire. Puis même en passant, l'étoile Bételgeuse, là, que je vous donne ici comme exemple, là, je dis c'est à peu près égal à 300 fois le rayon du Soleil. On a découvert même plus récemment des étoiles qui sont encore plus grosses que ça. Donc il y a des étoiles même qui ont des milliers de fois le rayon du Soleil. Donc il y en a vraiment des qui sont plus grosses que ça. Okay. Puis c'est ça, des fois il y a des étoiles qu'on appelle des étoiles simple, comme le Soleil. Donc, dans notre système solaire, là, le Soleil, c'est juste une seule étoile. Et il y a des planètes en orbite autour, comme qu'on les connaît, là, Mercure, Vénus, la Terre et les autres. Okay? Mais il y a des systèmes d'étoiles dans l'univers, même dans notre galaxie, qui sont ce qu'on appelle des systèmes d'étoiles doubles. Donc, ce sont deux étoiles qui sont en orbite, autour de leur centre de masse. Il peut y avoir ou non des planètes. Ça dépend des situations. Là, on ne parlera pas des planètes ici. On va vraiment juste se concentrer uniquement sur les étoiles. Puis on va essayer de réfléchir puis de déterminer qu'est-ce qui se produit quand on a un système composé de deux étoiles. Okay. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les deux étoiles qui vont composer votre système, généralement, ils n'auront pas exactement la même masse. Okay? Ce serait assez surprenant qu'un système ait deux étoiles qui possèdent exactement la même masse. Généralement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une des étoiles qui va avoir une masse un petit peu plus grande que l'autre. Okay? Pas obligé d'être énormément plus. C'est peut-être une étoile qui va avoir, je sais pas, 2 fois la masse de l'autre étoile, ou même 1,2 fois ou 1,3 fois la masse de l'autre étoile. Mais on peut assumer que à moins d'un très très gros hasard, les deux étoiles n'auront pas exactement la même masse. Donc, ils vont avoir deux masses qui sont légèrement différentes. Okay. Puis ce qui arrive, c'est que quand vous avez deux étoiles comme ça, on ne pourra pas faire comme on avait supposé là, auparavant, qu'on avait fait il y a quelques cours, là, la troisième loi de Kepler généralisée. Quand on avait par exemple là, une étoile avec des planètes, ben
comme on sait que l'étoile est beaucoup plus massive que les planètes, ce qu'on faisait, c'est qu'on supposait qu'on avait l'étoile qui était au centre, qui était immobile, et on supposait qu'on avait, mettons, une planète en orbite autour de l'étoile, puis on supposait, là, quand on avait fait les équations correspondant à ça, on avait supposé que le Soleil était immobile, puis que les planètes, elles étaient en mouvement autour du Soleil. On pouvait faire cette approximation-là parce que la masse du Soleil, qu'on appelait la masse de l'objet central, la masse MC, elle était beaucoup plus grande que la masse de la planète qui était en orbite autour. Fait qu'on disait que MC était beaucoup plus grand que la masse M minuscule là, de l'objet qui est en orbite autour. Et là, à ce moment-là, on peut supposer que l'objet central était immobile et ne bougeait pas. Donc, ici, c'est pas le cas parce que vous allez avoir deux étoiles qui ont à peu près la même masse, même si elles n'ont pas exactement la même masse. On ne pourra pas dire que, par exemple, la plus grosse étoile est immobile au centre, la petite étoile est en orbite autour. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que quand vous avez deux objets comme ça, les deux objets vont tourner. Il n'y en a pas un d'eux qui va être immobile, puis l'autre va tourner autour. Les deux objets vont tourner. Ils vont tourner autour d'un point qui s'appelle le centre de masse du système. Okay? Le centre de masse d'un système, c'est un point qu'on peut calculer. Okay? Si vous avez deux objets qui ont exactement la même masse, le centre de masse serait tout simplement au centre, à la position centrale entre les deux objets. Et si vous avez un objet qui est un peu plus massif que l'autre, je vais vous le dessiner. Là. Si vous aviez deux objets qui avaient exactement la même masse, ben, le centre de masse serait tout simplement là, au centre, à la position centrale entre les deux objets. Par contre, si vous avez un objet qui est plus massif que l'autre, comme ça vous avez un objet qui est plus massif qu'un autre objet ici, ben le centre de masse ne sera pas exactement à la position centrale des deux objets. Il va être situé tout le temps un peu plus proche de l'objet qui est le plus massif. Donc la distance entre le gros objet et le centre de masse serait plus petite là, que la distance entre le centre de masse et l'autre objet. Et le centre de masse va être placé donc plus proche de l'objet qui est le plus massif. Et combien de fois plus proche du gros objet est-ce qu'il va être placé? Ben, il va être placé le même nombre de fois plus proche que cet objet-là est plus massif que celui-là. Par exemple, si cet objet-là est, je sais pas, mettons 3 fois plus massif que celui-là, ben, le centre de masse va être placé 3 fois plus proche de cet objet-là que de cet objet-là. Okay. Donc, l'idée, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, le centre de masse. Donc, c'est toujours placé plus proche du plus gros des deux objets, du plus massif, en fait, des deux objets, ça marche avec la masse. Okay. Donc, dans l'exemple ici, vous voyez, là, on a l'étoile qu'on a appelée l'étoile A, puis notre étoile qu'on a appelée l'étoile B. L'étoile A est plus grosse, donc on suppose qu'elle est plus massive. Okay. Puis vous voyez, le centre de masse, justement, c'est la position du X ici. Il est situé plus proche de l'étoile qui est la plus massive. Mais comme vous voyez sur le schéma, les deux étoiles tournent chacune autour du centre de masse. La grosse étoile est en orbite là, autour du centre de masse. La petite étoile, elle est elle aussi en orbite autour du centre de masse. Okay. Il y a des relations ici qu'on peut regarder. Dans le fond, c'est comme une triple relation. Là. On peut regarder qu'est-ce qu'il y a avec le rapport des demi-grands axes, le rapport des vitesses et le rapport des masses. Okay. L'image ici le montre quand même assez bien. C'est que si on compare les A, c'est pour les demi-grands axes. Okay. Ici, les dessins qu'on a, ce sont des cercles. Donc, on peut supposer que les demi-grands axes, c'est un peu l'équivalent des rayons. Okay. Donc, ce que ça dit, c'est que le rapport des rayons va être égal au rapport des vitesses et il va être égal au rapport inverse des masses. Okay. Donc, ça c'est peut-être compliqué parce que c'est comme c'est comme une équation qui fait le lien entre trois affaires avec deux signes d'égalité. On peut les voir séparément. On peut imaginer que ça, c'est comme deux équations. On peut dire que le rapport des rayons d'orbite ou le rapport des demi-grands axes est égal au rapport inverse des masses. Puis on peut le lire juste à partir avec les vitesses. On peut dire que le rapport des vitesses est lui aussi égal au rapport inverse des masses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez des étoiles, ils vont avoir deux masses différentes. Puis l'objet qui a la plus grande masse, c'est lui qui va avoir le plus petit rayon d'orbite. Okay. Par exemple, les étoiles ici s'appellent A et B. Mettons qu'au lieu de l'appeler A, si on l'appelle 1, ça va peut-être être plus facile pour nous. Donc, ça, on dit que c'est l'étoile numéro 1. Et ici, on dit que c'est l'étoile numéro 2. Ben, ici, on voit que la masse de l'étoile 1 est plus grande que la masse de l'étoile 2. Et ça veut donc dire que le demi-grand axe, ben, le rayon de l'orbite de l'étoile 1, qu'on pourrait appeler A1, le A1 va être plus petit que le A2, qui serait
égale à ça comme ça. Donc A1 sur A2, ça va être égal à une fraction qui est plus petite que 1. Et M2 sur M1, ça va être aussi égal à une fraction qui est plus petite que 1 parce que M2 va être plus petite que M1. Si on avait écrit A1 sur A2 égale à M1 sur M2, ça n'aurait pas fonctionné. Okay. Le fait que ce soit un rapport inverse, okay, ça fait juste dire que c'est ça. Dans le fond, si vous avez une étoile qui a une grande masse va avoir un petit rayon d'orbite. Et même chose pour la vitesse. Hein. Le rapport des vitesses est égal au rapport inverse des masses. Hein. Vous voyez ici, c'est V1 sur V2. Ici, c'est M2 sur M1. Donc, c'est un rapport inverse. Donc, ça veut encore dire que la plus grosse des deux étoiles, la plus massive, l'étoile qui a une grosse masse, c'est elle qui va avoir la vitesse la plus petite. Okay. Comme on le voit ici sur le schéma. Donc, l'étoile 1 a une petite vitesse et l'étoile 2 a une grande vitesse. Okay. Donc, c'est correct de voir la figure ici, mais avec des animations, pardon, on le voit encore un peu mieux. C'est peut-être plus visuel, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous ai imaginé 6 systèmes binaires. En fait, il y en a juste un là-dedans qui est possible. Les 5 autres sont impossibles, ne pourraient pas se produire dans la nature, dans la vraie vie. Et je me demande, dans le fond, quel est le seul système binaire qui est possible. Donc, dans ces animations-là, il y a tout le temps 2 étoiles par système, c'est normal, c'est un système binaire. Okay. Il y a des étoiles, des fois, qui n'ont pas nécessairement la même grosseur. Fait qu'évidemment, on suppose que quand je dessine l'étoile avec un cercle plus gros, on suppose que c'est une étoile qui est plus massive que l'autre. Okay. On voit leur trajectoire d'orbite, c'est dans des trajectoires qui sont circulaires. Donc, lequel là-dedans, il y en a juste un qui est possible. Ce serait lequel? Vous pouvez les regarder pendant un certain temps, puis on verrait que le seul qui est possible, c'est le système numéro 2. Okay, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui respecte toutes les caractéristiques. Qu'on avait dit que quand vous avez, par exemple, 2 étoiles, elle, on comprend qu'elle est plus massive que celle-ci. Donc, l'étoile la plus massive, c'est elle qui est en orbite, là, avec un rayon d'orbite plus petit autour du centre de masse. Donc, le centre de masse, dans ce cas-ci, il serait au centre, là. Donc, c'est vrai. Et les vitesses aussi. Donc, l'étoile qui est la plus massive, c'est elle qui a la vitesse la plus petite, parce qu'elle, dans une période, elle fait juste le tour d'un petit cercle. Alors que dans la même période de temps, l'étoile qui est la moins massive, elle fait un cercle complet, mais le cercle est plus gros. Donc, elle doit avoir une vitesse qui est plus grande. Okay. En passant, la période des 2 étoiles autour du centre de masse doit nécessairement être la même, hein, ce qui est le cas ici. Donc, pendant que la grosse étoile fait un tour au complet, au même moment, la petite étoile, elle a fait, elle aussi, un tour au complet. Si ce n'était pas le cas, comme par exemple ici, okay, les deux, la simulation B elle ressemble beaucoup à la simulation D, mais la différence c'est qu'ici, les périodes sont pas les mêmes. Fait que si les périodes sont pas les mêmes, ça prend pas le même temps à cette étoile-là faire un tour qu'à l'autre étoile, ben là, ça marche pas. C'est que le centre de masse, il serait pas toujours situé au même endroit. Le centre de masse, des fois, il serait comme à des endroits différents. Donc, la seule façon possible que ça fonctionne le système, c'est que si les 2 étoiles ont exactement la même période autour du centre de masse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, toutes les autres possibilités ici ne fonctionnent pas pour différentes raisons. La seule qui fonctionne bien, c'est celle-là. Okay. Elle respecte tout ce qui était écrit ici, donc le rapport des rayons est correct avec les masses, le rapport des vitesses avec les masses. Et ce qu'on voyait pas très bien ici, parce que c'est pas une animation, c'est que les 2 périodes sont les mêmes. Donc, on peut dire que la période de l'étoile 1 autour du centre de masse est égale à la période de l'étoile 2 autour du centre de masse. Puis comme c'est la même période, on pourrait seulement appeler ça la période. Pas besoin de faire la différence entre la période de l'étoile 1 et la période de l'étoile 2. Okay. Donc ça, c'est des relations qu'on peut utiliser pour faire des calculs, mais on va l'utiliser dans quelques instants quand on fera un exemple. Mais avant de faire ça, il faut savoir quelle formule on va avoir le droit d'utiliser. Okay. Tout à l'heure, j'ai parlé de la troisième loi de Kepler généralisée, puis j'ai rappelé que quand on avait fait cette loi-là, qui s'appelle la troisième loi de Kepler généralisée, on avait toujours fait des cas relativement simples. On avait toujours utilisé des situations pour lesquelles on supposait que la masse de l'objet central était toujours beaucoup plus grande que la masse de l'objet qui était en orbite. Donc, on a le droit, par exemple, d'utiliser cette version-là de l'équation si on veut, par exemple, là, parler de l'orbite de la Terre autour du Soleil, parler de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ça, c'est correct parce que l'objet central a une masse qu'on appelle mc qui est tout le temps beaucoup plus grande que l'objet qui est en orbite.
Okay. Vous avez utilisé d'ailleurs cette équation-là pour modéliser là, les satellites de Jupiter qui étaient en orbite autour de la planète Jupiter. C'était correct parce que la masse de la planète Jupiter est beaucoup plus grande que ses satellites. Mais quand on veut utiliser des systèmes d'étoiles doubles, comme c'est le cas maintenant, ce n'est pas vrai là, que la masse d'un des deux objets est beaucoup plus grande que l'autre. Les deux étoiles pourraient avoir à peu près la même masse. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il va juste falloir adapter un petit peu cette équation-là pour la rendre un peu plus générale, puis qu'elle puisse fonctionner pour n'importe quelle masse, même pour deux objets qui ont des masses qui sont sensiblement les mêmes, là, deux masses qui sont très proches l'une de l'autre. Et là, ça va vraiment modéliser ce qui se passe là, plus dans la vraie vie quand les deux objets tournent autour de leur centre de masse. On va faire ce travail-là ensemble. Je vais vous montrer les équations puis le raisonnement. Et je vous montre toute la conclusion. Qu'est-ce que ça va donner à quelle équation on va arriver? On va arriver à cette équation-là. Okay, qui est presque la même que celle qu'on avait auparavant. Ça va encore s'écrire le T au carré est égal à K fois A3 sur M. La différence, c'est que ici, A, ça va être le demi-grand axe. Ce ne sera pas juste le demi-grand axe du petit objet en orbite autour du plus gros. Ça va être la somme des deux demi-grands axes. Donc, la distance totale qu'il va y avoir entre les deux étoiles. Donc, A1 plus A2. Okay. A1 plus A2, qu'on appelle A total, là, ça correspond à la somme des deux demi-grands axes, mais c'est aussi égal à la distance qu'il y a entre les deux objets. Parce que regardez, si vous avez quelque chose comme ça, la distance A1, c'est la distance qu'il y a entre la première étoile et le centre de masse, qu'on pourrait appeler A1. Et la distance A2, c'est la distance qu'il y a entre le centre de masse et la deuxième étoile, qu'on pourrait appeler A2. Donc si on fait A1 plus A2, qu'on appelle A total, mais A1 plus A2, ça correspond directement là, à la distance qu'il y a entre nos deux étoiles. Okay. Et la masse ici, ce n'est pas seulement la masse de l'objet central, c'est ce qu'on appelle M6. Hein? S6, ça veut dire système. Donc, c'est la masse du système d'étoiles doubles. Donc, c'est la somme des deux masses, la masse de l'étoile 1 plus la masse de l'étoile 2. Okay. Donc, c'est juste les paramètres qui changent un petit peu puis qui signifient différentes choses, mais l'équation s'écrit quand même avec la même forme. C'est encore T carré est égal à K3 sur M. C'est juste qu'il faut faire attention à c'est quoi A, c'est quoi M. Okay. Donc, on est quand même chanceux que l'équation va rester pas mal la même chose. Donc, elle va vraiment conserver la même forme. C'est juste que, bon, les paramètres ici vont prendre des valeurs un petit peu différentes de ce qu'on avait initialement. Comment on peut faire pour démontrer cette équation-là, puis pour pouvoir l'utiliser par la suite? Là? Ben, on va faire la démonstration ensemble. Ça va faire intervenir la loi de Newton, hein, la force de gravité qui est entre les deux étoiles, et le mouvement circulaire uniforme avec l'accélération centripète, comme on verra dans quelques instants. Juste vous dire, la démonstration, on va la faire relativement simplement. Fait qu'on va supposer que ces deux étoiles qui sont en orbite autour de leur centre de masse, on va supposer que ces deux étoiles qui ont des orbites circulaires. Okay. On va quand même utiliser la lettre A comme si c'était des demi-grands axes, là, mais vraiment la démonstration qu'on va faire, c'est pour des orbites qui sont circulaires. Mais les résultats de la démonstration, on vous le dit, là, ça serait aussi valide pour des orbites elliptiques. Donc, il pourrait avoir une certaine excentricité. Que les deux étoiles soient en orbite circulaire autour du centre de masse ou qu'elles soient en orbite elliptique autour du centre de masse, ça change rien. Okay? Les rapports qu'on a écrits sont vrais. Donc, les rapports là, des demi-grands axes sont égaux au rapport inverse des masses. Puis le rapport des vitesses est aussi égal au rapport inverse des masses. Donc, ça fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, nous, on va le faire avec des orbites circulaires. Ça va être juste un petit peu plus simple au niveau des équations pour faire la démonstration. Donc, imaginons que vous avez deux étoiles. Une étoile qu'on peut appeler l'étoile numéro 1 et une deuxième étoile qu'on va appeler l'étoile numéro 2. On va supposer que l'étoile numéro 1 est plus massive que l'étoile numéro 2. Donc, c'est pour ça qu'on a dessiné un cercle qui est plus grand. Okay. Et les deux étoiles sont en orbite autour de leur centre de masse. Le centre de masse, on va supposer qu'il est ici. Et comme vous voyez, le centre de masse n'est pas exactement au point central là, entre les deux étoiles, il est situé plus proche de l'étoile numéro 1. C'est normal, là, parce qu'on avait dit que l'étoile la plus massive est tout le temps située plus proche du centre de masse que l'étoile qui est la moins massive. Donc c'est ça. Fait que pour les masses, on dit que M1 est plus grand que M2. Ça, c'est correct, on l'a vu. A1 va être plus petit que A2. Hein. Ce qu'on appelle A1, c'est le rayon de l'orbite de l'étoile 1, qui est la plus massive. Et A2, c'est le rayon de l'orbite de l'étoile 2, qui est la moins massive. Donc, A1 plus petit que A2, ça c'est normal. Okay? Et V1 plus petit que V2 aussi, parce que la grosse étoile, en tout cas elle qui est la plus massive, tourne sur un cercle
qu'un rayon plus petit. Donc, en une période, elle parcourt une moins grande distance que l'autre. Donc, l'étoile A1, l'étoile numéro 1 va plus lentement que l'étoile numéro 2. Donc, ces trois relations-là, ça va juste vérifier et confirmer là, ce qu'on avait vu tout à l'heure ici. Okay, donc, ça, c'est correct. Puis, voilà, les deux étoiles ont exactement la même période autour du centre de masse, donc on n'a pas vraiment besoin d'appeler ça T1, T2, on peut juste appeler ça T. Il y a juste une seule période dans notre système, là. Les deux étoiles ont la même période autour du centre de masse. Okay. Et après ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on écrit F égale à MA sur chacune de nos deux étoiles. Ici, la seule force qui agit sur les deux étoiles, c'est la force de gravité. Les deux étoiles ont une masse, donc ils vont s'attirer l'une l'autre par la force de gravité. C'est une force action-réaction, donc c'est vraiment exactement la même force qu'il y a ici que ici. Les deux flèches rouges ont exactement le même module. Et ce module-là, c'est tout simplement l'équation de la gravitation universelle de Newton, qui dit que quand vous avez deux objets qui sont situés à une certaine distance l'un de l'autre, ben, la force de gravité qui va être ressentie, c'est une force d'attraction. Donc, les deux objets s'attirent l'un l'autre avec une force dont le module est égal à G fois M1 fois M2 sur la distance qui les sépare au carré. La distance qui sépare les deux étoiles au carré, ben, ça donne que c'est aussi égal à A1 plus A2. Et A1 plus A2, c'est égal à A total, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, on a cette équation-là, qui est le module de la force ressentie par chacune des deux étoiles. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux étoiles-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, elles vont tourner chacune avec en orbite circulaire autour du centre de masse et elles vont aller à vitesse constante. Elles vont pas aller plus vite ou plus lentement. Là. Elles changeraient un petit peu de vitesse si elles avaient des orbites elliptiques, parce qu'il y aurait des périhélies, des aphélies, tout ça. Mais si elles sont en orbite circulaire, elles vont avoir la même vitesse tout le temps. En fait, ça porte un nom, un mouvement comme ça, là, à vitesse circulaire. Quand vous avez un objet qui se déplace sur une trajectoire, une orbite circulaire à vitesse constante. C'est une sorte de mouvement que vous avez déjà vu dans votre cours de physique NY. On appelle ça un mouvement circulaire uniforme, ou des fois on appelle ça tout simplement un MCU. Okay. Et dans un MCU, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les objets en orbite circulaire sont décrits par ce qu'on appelle une accélération centripète, qu'on appelle parfois l'accélération en R'. L'R' étant l'axe R' étant un axe là, qui pointe toujours vers le centre du cercle. Okay. Et ce qu'on dit, c'est que la somme des forces qui agit dans la direction R' est égale à la masse de l'objet multiplié par son accélération centripète. Et l'accélération centripète, c'est égal à V au carré sur R. Encore une chose que vous avez vu en physique NYA. Donc, si on écrit F égale à MA pour chacune des deux étoiles, ben, prenons pour l'étoile numéro 1, on pourrait dire que la force qui agit sur l'étoile numéro 1, qui est ça ici, c'est ce qu'on avait trouvé là, c'est égal à la masse de l'étoile numéro 1 fois la vitesse de l'étoile numéro 1 au carré, divisé par le rayon de l'orbite de l'étoile numéro 1. On a juste écrit le F égale à mv carré sur R pour l'étoile numéro 1, et on pourrait écrire exactement la même chose pour l'étoile numéro 2. Okay. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient de dire que ce sont des mouvements circulaires uniformes. Et quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, il y a un lien entre la vitesse, le rayon de l'orbite et la période. On peut dire que, dans le fond, à chaque période, l'étoile fait un tour complet. Okay? Et un tour complet, ça correspond à la circonférence d'un cercle de rayon R. Et la circonférence d'un cercle de rayon R, c'est 2πr. Non, parce que normalement, quand vous avez un objet qui se déplace à vitesse constante, là, on dit que la vitesse est égale au déplacement sur le temps, ou des fois on dit le delta x sur delta t. Ben, c'est exactement ça. Donc ici, là, on sait que en une période de temps, un delta t qui est égal à la période, le déplacement va être égal à une circonférence. Donc, on peut dire que la vitesse est égale à une circonférence divisée par une période. C'est un déplacement par un temps. Donc, ça pourrait être des mètres divisés par des secondes. Okay. Donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'étoile 1, ben, la vitesse de l'étoile 1, c'est égal à 2πa1 sur t1. Et la vitesse de l'étoile 2, c'est 2πa2 sur t2. C'est juste écrire ça comme ça. Et on n'a pas besoin de parler de période d'étoile 1, période d'étoile 2. Il y a juste une seule période qui est la même. Il y a une seule période dans notre problème. Et ensuite, ben, on a terminé. C'est juste de l'algèbre. Fait que c'était vraiment juste d'écrire cette équation-là. Une fois qu'on a fait ça, on a comme terminé la partie physique du problème, si vous voulez. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire des maths, de faire de l'algèbre. Okay. Donc, on avait écrit ça pour l'étoile numéro 1.
Et la vitesse d'étoile numéro 1, on sait que c'est égal à ça ici. Donc on pourrait juste remplacer la vitesse d'étoile numéro 1 là-dedans, qui est mise au carré. Donc vous voyez, ça va faire sortir le terme là, 4 pi au carré fois A1 au carré sur T au carré. Okay, donc on va avoir ça comme équation. On peut juste simplifier quelques petites choses. Par exemple, la masse M1, ça s'annule. Il va y avoir des choses qui vont simplifier comme A1 au carré, puis en bas on a un A1, donc le carré va disparaître avec ce terme-là. Il va donc rester G fois M2 sur A total au carré égal à 4 pi carré A1 sur T au carré. On peut faire exactement la même chose avec l'étoile numéro 2. C'est pas tout à fait les mêmes trucs qui vont simplifier. Ici, c'est M2 qui va simplifier, puis c'est A2 qui va partiellement se simplifier avec lui. Il va rester cette équation-là. Donc, on a deux équations qui se ressemblent beaucoup, qui sont pas exactement les mêmes. Ici, c'est avec M2, ici, c'est avec M1. Mais c'est sûr que cette équation-là, c'est une équation qui est vraie, qui fonctionne, qui est correcte. Cette équation-là aussi, c'est une équation qui est vraie, qui fonctionne et qui est correcte. Et si on les nomme, si on dit que c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2, bien, on a le droit d'additionner ensemble deux équations mathématiques pour en trouver une troisième équation. Donc, si on dit là, tout ce qui se trouve à gauche des signes d'égalité, on l'additionne, et c'est égal à tout ce qui se trouve à droite des signes d'égalité additionnés ensemble. Donc, comme c'est presque les mêmes termes, on peut faire des mises en évidence simples. Et ça vient juste, ça revient à dire que G fois M1 plus M2 sur A total au carré est égal à 4 pi carré sur T carré fois A1 plus A2. C'est presque tous les mêmes termes, donc on peut faire des mises en évidence simples comme ça quand on les additionne. Et après ça, ben, vous remarquez M1 plus M2, par définition, c'est quoi? On peut juste appeler ça la masse totale du système. Donc on va appeler M système. Et A1 plus A2, c'est quoi? On va appeler ça A total. C'est juste la somme des deux demi-grands axes de chacune des deux étoiles. C'est égal à la distance totale qui sépare les deux étoiles. Donc on se retrouve avec ça ici. Et arrivé là, ben, on a presque terminé. J'ai juste fait copier-coller. Donc on a ça ici. Isolons T2 là-dedans. Donc T au carré va être égal à 4 pi carré sur G fois, là vous avez, on a A total ici, puis A total au carré. Fait que ça va faire A total exposant 3 et on va diviser ça par la masse du système. Donc on obtient cette équation-là ici. Et 4 pi carré sur G, c'est la constante K. La même constante K qu'on trouvait dans la troisième loi de Kepler généralisée comme on l'avait écrit plus au début de la session. C'est le même chiffre, c'est la même constante. Okay. Et là, on a notre équation. On a T carré est égal à K fois A total exposant 3 sur la masse du système. Okay, on vient de démontrer là, on vient de démontrer cette équation-là. Donc, ça se démontre uniquement en partant de la gravitation universelle de Newton et du mouvement circulaire uniforme. Okay, avec l'accélération centripète, on écrit F égale à ma pour chacune des deux étoiles, puis on simplifie. Essentiellement, c'est ça. Okay. Donc maintenant qu'on a montré cette équation-là, on peut l'utiliser pour résoudre des problèmes. Okay, donc ça reste tout simplement que c'est une fonction algébrique de 3 variables. Donc dès que vous en connaissez 2, vous êtes capable d'aller isoler la troisième. Donc, c'est bien beau avoir cette équation-là, mais à quoi ça comment on l'utilise vraiment dans la vraie vie? Ça, c'est une autre histoire. Okay? C'est ça qu'on va essayer de voir un peu maintenant. C'est que dans la vraie vie, évidemment, quand on regarde des étoiles dans le ciel avec des télescopes, la plupart du temps, on ne voit on le voit pas visuellement que c'est deux étoiles. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est assez rare. Quand ça arrive, on appelle ça un système binaire visuel. Donc ça veut dire vraiment, là, vous regardez au télescope un système d'étoiles, puis quand vous le regardez, ça veut dire que votre télescope vous permet vraiment de constater que c'est véritablement deux points lumineux. Donc vous voyez directement là, de manière visuelle, là, vous voyez visuellement qu'il y a deux étoiles. Okay. C'est comme si, par exemple, là, quand vous regardez dans le ciel à l'œil nu, vous voyez comme un petit point blanc, là, comme toutes les autres étoiles dans le ciel la nuit. Mais là, si vous prenez un télescope et vous zoomez là-dessus, ben quand vous zoomez là-dessus, si vous voyez que c'est un point comme ça, puis un autre petit point comme ça, puis vous voyez là que quand vous le regardez pendant un certain temps, vous voyez que ça tourne, vous voyez mettons que les deux étoiles tournent comme ça, ben là vous allez pouvoir dire ah oui ok ça c'est vraiment un système binaire visuel, on le voit là avec nos yeux que c'est réellement deux étoiles. Ça, c'est quand même très très rare que ça se produit. En général, ce qui va arriver, c'est qu'on va plutôt parler d'un système binaire spectroscopique. Ça, ce qui va arriver, c'est que vous avez un point blanc dans le ciel, un point lumineux, okay, comme toutes les autres étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit. Puis même quand vous zoomez là-dessus avec un télescope, vous voyez quand même juste un seul point lumineux, parce que les étoiles sont tellement loin de nous que même en zoomant dessus avec les meilleurs télescopes, il reste que des fois on voit quand même juste un point. Okay. Mais même si on ne peut pas le voir, même avec l'aide du télescope, ça, pour vrai, admettons que c'est un système d'étoiles doubles. Et donc, il y a deux étoiles.
qu'est-ce qui va arriver, c'est que même si visuellement on voit pas deux points différents, même si on voit juste un seul point, ce qui va arriver, c'est que quand on analyse le spectre lumineux de ça, quand on va regarder par exemple les raies d'émission qui sont produites par ce point-là, si s'il y avait vraiment une seule étoile, on s'attendrait à avoir une seule série de raies lumineuses. Mais comme ce sont deux étoiles, ce qui va arriver, c'est qu'on va voir plutôt deux séries de raies lumineuses différentes, parce que chaque étoile émet ses propres raies lumineuses. Quand je parle de raies lumineuses, je parle par exemple des raies d'émission qui sont associées aux éléments chimiques qui composent l'étoile. Okay. Souvent, ce qu'on fait quand on regarde des spectres comme ça, ben, on regarde le spectre d'émission de l'hydrogène parce qu'on sait que toutes les étoiles contiennent beaucoup d'hydrogène. Donc, souvent, c'est la raie qui est la plus intense, c'est elle qui est la plus facile à mesurer avec une grande précision. Donc, souvent, on va regarder les raies d'hydrogène. Okay. Puis, l'affaire qui va arriver, ça, c'est c'est une belle simulation qui le montre bien. C'est que ça, par exemple, le petit point vert, c'est l'observateur. Donc, ça pourrait être une personne, ça pourrait être un télescope. On va juste dessiner une espèce d'œil comme ça, comme on le fait des fois dans le livre de physique NYC. Donc nous, on regarde des étoiles comme ça. Et c'est ça, comme je disais, on voit pas nécessairement deux points lumineux différents. On voit pas nécessairement qu'il s'agit directement de deux étoiles. Par contre, c'est quand on regarde les raies d'émission de ça. Ça, c'est, on regarde une raie en particulier. Souvent, c'est la raie H-alpha. Okay, la raie H-alpha, c'est la première raie d'émission de l'hydrogène. Puis ça, on utilise souvent on observe avec l'hydrogène parce qu'on sait que toutes les étoiles contiennent beaucoup d'hydrogène. Donc c'est une raie qui est très facilement observable. Ce qui va arriver, c'est qu'on va pas observer une seule raie H-alpha. On va en observer deux parce qu'il y a deux étoiles. Okay. Et aussi, ce qui va arriver, c'est que, comme on a dit, les deux étoiles tournent autour de leur centre de masse et sont toujours diamétralement opposées. Okay. Donc nécessairement, ça veut dire que pendant qu'une étoile est en train de s'approcher de vous, au même moment, l'autre étoile est en train de s'éloigner de vous. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui arrive avec l'effet Doppler, c'est que quand une étoile s'approche de nous, on voit des longueurs d'onde plus courtes que d'habitude, donc ça fait du décalage vers le bleu. Et quand l'étoile est en train de s'éloigner de nous, c'est le contraire, on voit des longueurs d'onde plus longues que d'habitude, on appelle ça du décalage vers le rouge. Donc c'est pour ça que vous allez toujours voir deux raies, et vous allez toujours voir les deux raies comme diamétralement opposées. Fait que pendant qu'il y en a une qui est décalée, mettons, vers le bleu, au même moment, l'autre va être décalée vers le rouge, et inversement. Vous verrez pas, là, en même temps, les deux raies décalées vers le bleu ou les deux raies décalées vers le rouge. Okay? C'est toujours diamétralement opposé parce que les deux étoiles tournent diamétralement opposées à leur centre de masse. Donc, si on a une qui s'approche de vous, au même moment, l'autre s'éloigne, et inversement. Donc, qualitativement, c'est ça qui se produit. Okay. Puis si on veut le regarder un peu plus mathématiquement, puis tourner ça là, en équation pour comprendre un peu plus comment on procède dans la vraie vie quand on fait ce genre d'analyse-là, ben, on va reprendre la situation plus, disons, étape par étape. Okay. Et ici, ça c'est quand même une belle animation pour comprendre qu'est-ce qui se produit. C'est qu'on a plusieurs, ben, on a deux raies en fait qui vont changer de position. Ce qui change de position en fait, c'est la longueur d'onde qui est observée. La longueur d'onde observée, elle va changer. Des fois, elle va être plus petite que la longueur d'onde normale, des fois, elle va être plus grande que la longueur d'onde normale. Quand on récolte ce genre d'informations-là, oui, on peut faire des espèces de captures comme ça, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à tracer des graphiques. Et c'est des graphiques qui sont plus faciles à analyser. Okay? Donc, ce que ça va donner comme graphique, ça va donner des espèces de graphiques qui vont ressembler à des sinus, hein, parce que c'est un phénomène qui oscille, là, qui va varier périodiquement puis qui va se répéter constamment. Donc, si on a tracé juste une seule période des sinus, mais ça continuerait. Là, si on l'observait pendant une période de temps plus grande, mais par exemple, la raie ici, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est sûr parce que ça provient de l'étoile qui tourne puis le mouvement se répète continuellement. C'est un mouvement qui est périodique et qui se répète continuellement. Donc, ici, on a tracé juste une seule période, mais vous comprenez l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Mais premièrement, on va voir pas une seule courbe sinus, on va en voir deux, hein, parce qu'on a deux raies. Une raie par étoile. Fait que si on a deux étoiles, on a donc deux raies qui vont augmenter, diminuer. C'est pour ça qu'on va avoir deux graphiques sinusoïdales. Et les deux graphiques vont être opposés l'un à l'autre. Hein. Fait que vous le voyez quand on a un des deux graphiques qui atteint sa valeur maximale, son sommet, ben, au même moment, l'autre graphique atteint sa valeur minimale. Hein, puis ça s'inverse. Et inversement comme ça. Et vous voyez qu'il y a un graphique qui a une amplitude plus petite
puis l'autre graphique a une amplitude plus grande, parce que justement la variation dans la longueur d'onde observée est pas pareille. Il y a une des deux étoiles qui se déplace plus rapidement qu'à une vitesse plus grande. Donc elle qui a une vitesse plus grande, ça veut dire que des fois elle s'éloigne plus rapidement de vous ou elle s'approche plus rapidement que vous. Donc ça fait une plus grande variation dans les longueurs d'onde observées. Et l'autre étoile qui se déplace plus lentement, ça fait des variations qui sont plus petites. Okay. Donc c'est toujours ce genre de graphique-là que ça va donner. Donc deux courbes sinus superposées, diamétralement opposées, et une qui a une amplitude plus grande que l'autre. Okay. On va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se produit, puis regarder à quel moment ça survient, ces affaires-là. Donc disons que inévitablement, là, si vous regardez les étoiles là, tourner comme ça, à un certain moment, vous allez tomber dans une situation où vous avez ça comme ça. C'est-à-dire que les deux étoiles vont avoir des vitesses qui sont complètement là, perpendiculaires à votre ligne de visée d'observation. Fait que l'angle ici c'est 90, l'angle ici c'est 90. Puis ce qui arrive, c'est que l'effet Doppler, c'est un phénomène qu'on peut mesurer, mais uniquement quand la vitesse possède une composante qui est parallèle à notre ligne de visée. Donc, dans le cas-ci, dans ce cas-là, par exemple, on ne détecterait aucun effet Doppler parce que si la vitesse est juste perpendiculaire à notre ligne de visée, comme en ce moment, à cet instant précis-là, on ne peut pas dire que l'étoile est en train de s'approcher de nous ou de s'éloigner de nous. L'étoile est juste à une vitesse qui ne crée pas de mouvement d'éloignement ou d'approchement par rapport à nous. Donc, pour cet instant-là, on ne détecterait aucun effet Doppler. Même chose pour cette étoile-là. Donc, cet instant-là pourrait correspondre au premier point ici sur notre graphique. Donc, un endroit où on n'aura aucun effet Doppler. Donc, les deux courbes vont être superposées. En fait, là, ce qu'on va avoir ici là, sur le graphique, ça va correspondre à la longueur d'onde, qui est la longueur d'onde normale. Okay, c'est la longueur d'onde qui est ni étirée ni comprimée parce que c'est à un endroit où il n'y a pas d'effet Doppler. Okay, donc, à chaque fois que les deux courbes vont se croiser, ça correspond à la longueur d'onde normale. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça va nous être utile plus tard là, pour les graphiques. Et après ça, si on va un quart de période plus tard, on va arriver à la situation qui est un peu la situation extrême. C'est qu'on va avoir l'étoile la plus massive qui est en train de s'éloigner de nous le plus possible. Et au même moment, l'étoile la moins massive, elle s'approche de nous le plus possible. Donc là, on va avoir une des deux raies qui va être beaucoup comprimée et l'autre raie va être un petit peu étirée. Okay. Donc on va avoir une première situation comme ça. Un quart de période plus tard, ça revient un peu l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure, avec aucune raie qui est étirée ou comprimée. Donc les deux, on voit pas vraiment l'effet Doppler. Les deux se superposent à nouveau sur la longueur d'onde normale. Et après ça, un quart de période plus tard, ça va être l'équivalent de tantôt, mais exactement le contraire. Donc cette fois-ci, c'est l'étoile la plus massive qui s'approche de nous. Donc c'est elle qui est décalée vers le bleu. Et l'étoile la moins massive, c'est elle qui s'éloigne de nous avec une vitesse un peu plus grande. Donc ça fait un décalage vers le rouge plus grand que le décalage vers le bleu qu'on a. Donc là, on a la même situation que tout à l'heure, mais vous voyez, les bosses sont inversées. Okay. Et un quart de période plus tard, ça revient au même, puis ça recommence comme ça indéfiniment. Okay. Là, on a regardé comme les 4 points les plus, comme les 4 points un peu extrêmes. C'est sûr que n'importe quel point intermédiaire, ça donnerait des vitesses intermédiaires entre aucune vitesse et la vitesse maximale là, qui est détectée par effet Doppler. Okay. Donc là, c'est pour comprendre un petit peu qualitativement qu'est-ce qui se produit. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, quand on observe vraiment tout ça, comme j'ai dit, c'est que là, quand vous avez le graphique, l'endroit où les deux courbes se croisent, l'endroit où les deux sinus vont se croiser, ça correspond à la longueur d'onde normale. Okay? Parce que c'est les longueurs d'onde qu'on observe quand il n'y a pas d'effet Doppler. Et on peut repérer facilement sur un graphique. Là, si vous avez tracé un graphique comme ça en observant, vous pouvez repérer facilement c'est quoi la valeur maximale qui est mesurée pour chacune des deux longueurs d'onde. La longueur d'onde maximale, là, elle est mesurée quand l'étoile est en train de s'éloigner de nous le plus possible. C'est ça que le décalage vers le rouge est le plus grand. Okay. Et aussi, c'est que si vous tracez un graphique, ce qui est le fun, c'est que vous allez voir justement que le phénomène va se répéter périodiquement et vous allez pouvoir mesurer facilement c'est quoi une période de votre cycle. C'est une fonction sinus, donc on peut dire que c'est du début du sinus jusqu'à la fin du sinus. Si on avait tracé plusieurs périodes, on aurait pu regarder par exemple la différence entre 2 maximum ou 2 minimum, ou bon, ainsi de suite. Fait qu'on va être capable d'avoir la période. Et après ça, c'est juste d'appliquer les équations qu'on connaît. Okay, on sait que l'équation pour l'effet Doppler, c'est que le décalage, c'est toujours égal à la longueur d'onde observée sur la longueur d'onde normale.
Donc, quand vous avez des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre comme ça, généralement, leur vitesse, ils vont pas tourner autour de leur centre de masse à des vitesses qui avoisinent la vitesse de la lumière. Là. Souvent, ça va être des vitesses qui sont un peu plus faibles. Donc, on peut généralement prendre juste l'effet Doppler classique qui est égal à 1 plus V sur C, puis c'est bien correct. Okay. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut juste jouer un petit peu avec cette équation-là. C'est que sur le graphique, ici, on va être capable d'aller on va savoir c'est quoi la longueur d'onde normale. Puis comme on est capable d'aller lire la longueur d'onde maximale qu'on observe, on peut faire correspondre ça à un décalage Doppler. Et le décalage Doppler, on sait qu'il est égal à 1 plus V sur C. Pourquoi on s'intéresse vraiment au moment où les longueurs d'onde atteintes là, sont maximales? Ben parce que quand la longueur d'onde observée est maximale, ça correspond par exemple à l'endroit où l'étoile est en train de s'éloigner de nous le plus possible. Et quand l'étoile est en train de s'éloigner de nous le plus possible, on sait qu'à cet instant-là, la vitesse qu'on détecte par effet Doppler, qui est juste la composante qui est parallèle à notre ligne de visée, là, quand on détecte cette vitesse-là, on sait que la vitesse qu'on détecte par effet Doppler, ça donne que c'est exactement la vraie vitesse que l'étoile, ben c'est le vrai module de vitesse que l'étoile possède là, autour du centre de masse. Okay. Ce qui n'est pas vrai si on avait pris ça à un autre moment. Par exemple, là, si l'étoile était ici, okay, ben à cet instant-là, on sait que l'étoile est en train d'aller dans cette direction-là. Okay. Mais nous, ce qu'on va détecter par effet Doppler, ce ne sera pas cette vitesse-là exactement. Ça va être juste la composante de la vitesse qui est parallèle à notre ligne de visée. Donc, si nous, on est là, puis on observe là, selon une ligne de visée, on va dire horizontale, là, ce qu'on va mesurer dans ce cas-ci, c'est qu'on va juste mesurer la composante horizontale de la vitesse. Donc, on ferait juste mesurer cette composante-là de la vitesse. Donc, ça nous donnerait un certain décalage vers le rouge. Okay? Ça nous donnerait une longueur d'onde observée qui est un peu plus grande que la longueur d'onde normale, mais ce ne serait pas la valeur maximale qu'on obtiendrait, ce serait, mettons, la valeur qui serait, je sais pas, ce serait peut-être le point qui est ici sur le graphique. Donc ça ne nous aide pas vraiment parce que ça nous donne juste la composante de la vitesse, mais on ne sait pas c'est quoi la vraie vitesse de l'étoile autour de son orbite. Alors que si on vient mesurer la vitesse qui correspond à cet instant-là, là, on est certain que c'est vraiment l'endroit où l'étoile est en train de s'éloigner de nous le plus possible. Donc, c'est quand sa vitesse était parallèle à notre ligne de visée. Et là, la vitesse qu'on va mesurer par effet Doppler, c'est vraiment la vraie vitesse. C'est le vrai module là, de la vitesse de l'étoile sur son orbite. C'est pour ça qu'on s'intéresse autant là, au point où la longueur d'onde est maximale. Okay. Et après ça, ben, on isole là-dedans. Donc, on va dire que la vitesse, si on l'isole, ça fait delta moins 1 fois c. Okay, donc, la vraie vitesse de l'étoile, ça va être delta moins 1 fois c. Mais attention, pas n'importe quel delta. Le delta qui est vraiment mesuré là où les longueurs d'onde sont maximales sur nos graphiques, donc les sommets. Okay. C'est pour ça que j'ai écrit ici la longueur d'onde observée, mais c'est la longueur d'onde observée maximale divisée par la longueur d'onde normale. Avec un graphique comme ça, vous allez être capable de repérer sont où les longueurs d'onde maximales, sont où les longueurs d'onde normales. Et vous allez donc être capable de trouver c'est quoi comme ça la vitesse, la vraie vitesse de chacune des deux étoiles autour de son centre de masse. Une fois qu'on a les vitesses, on peut trouver facilement les rayons d'orbite de chacune de nos étoiles, les demi-grands axes de nos étoiles qui sont en fait les rayons d'orbite. Okay? Pourquoi? Mais c'est juste avec la formule qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit que quand on a un mouvement circulaire uniforme, la vitesse d'une étoile dans un MCU, on peut dire que c'est 2 pi A sur T. Okay. Donc, si on isole le A là-dedans, ben A c'est égal à V fois T sur 2pi. La vitesse, on va la calculer ici. Puis T, c'est la période qu'on peut mesurer facilement sur le graphique aussi. Donc, on serait capable donc de mesurer comme ça les demi-grands axes de chacune des deux étoiles. Et une fois qu'on a ça, ben là c'est le fun, parce que si on a les deux demi-grands axes puis la période, on va être capable de calculer la masse. Et si on a la masse puis les vitesses, par exemple, on va pouvoir faire des rapports de vitesse. Et en tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on va être capable d'aller mesurer la masse de chacune de nos deux étoiles. Donc je vais juste faire un exemple numérique avec vous qui est tiré du livre. Puis ça va être tout. C'est la seule chose qui reste à faire là, dans la section ici. Donc, c'est ça. Fait que regardons l'exemple. L'exemple, c'est l'exemple 6.3. Fait qu'on vous dit là, que c'est un système binaire quelconque. On vous dit là, que vous avez été capable de mesurer les deux vitesses radiales de chacune des deux étoiles. Donc, on suppose qu'on a fait ça comme ça, on les a observés, on a tracé un graphique là, des longueurs d'onde observées en fonction du temps, on a repéré les longueurs d'onde quand est-ce qu'elles donnaient maximales, les longueurs d'onde observées, comparé ça avec les longueurs d'onde normales, et on a utilisé cette équation-là. Finalement, on a été capable de donc trouver la vitesse
de chacune de nos deux étoiles, les vitesses radiales maximales, qui correspondent aux vraies vitesses des étoiles. Et comme on avait probablement tracé un graphique comme ça, on a été capable de trouver c'est quoi la période du système, qui est 14,65 années. Fait que juste avec ces deux informations-là, on peut tout trouver. On peut trouver les demi-grands axes et même, ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est la masse de chacune des étoiles. Je vais vous montrer comment dans l'exemple qu'il y a là. Donc, premièrement, pour les demi-grands axes, on fait ce qu'on a dit, hein, c'est V fois T sur 2π. Donc les vitesses, on les connaît, la période, on la connaît. Il faut juste s'assurer de tout mettre ça là, en système international. Donc par exemple, on peut convertir les kilomètres par seconde en mètres par seconde. Les années, on peut les convertir en secondes. Et là, ça va donc donner des demi-grands axes qui sont réellement en mètres. Okay? Donc ça se fait bien. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on arrive ici, on a calculé A1 et A2. Donc, on peut simplement les additionner ensemble, ça nous donne le A total. Et la période, on la connaît. Okay. Ensuite de ça, on peut donc utiliser l'équation qui est la troisième loi de Kepler, qui est valide même pour les systèmes d'étoiles doubles. C'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Comme on connaît la période et le A total, on va être capable d'aller isoler la masse totale du système là-dedans, qui va être un nombre de kilogrammes. Hein, c'est en système international, tout ça. Donc là, ce qu'on connaît, c'est qu'on connaît la masse totale du système. Mais nous, ce qu'on veut connaître, c'est qu'on veut connaître la masse de chacune des deux étoiles. On veut savoir c'est quoi la masse de l'étoile 1 et la masse de l'étoile 2. Pour l'instant, on la connaît. On ne les connaît pas encore, mais on sait que la masse du système, c'est égal à ça. Mais la masse du système, on sait que c'est égal à M1 plus M2. Okay? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas M1, on ne connaît pas M2 non plus. Mais comme on connaît d'autres choses, comme on connaît les demi-grands axes, comme on connaît les vitesses, on est capable d'utiliser la petite équation qu'on avait vue tout à l'heure avec les rapports. Okay. On est capable de dire, par exemple, que le rapport des vitesses est égal au rapport des masses. Okay. On pourrait dire, par exemple, là, V2 sur V1, on aurait pu calculer V1 sur V2, on aurait pu le faire avec les demi-grands axes aussi, peu importe, là, mais en vous servant d'une équation comme ça, vous allez être capable d'écrire soit M1 en fonction de M2, ou on pourrait écrire aussi M2 en fonction de M1. C'est pas vraiment important, là, mais vous allez être capable d'écrire là, une équation de ce type-là. Fait qu'on pourrait dire, par exemple, que M1 est égal à 1,74 fois M2. Okay? Et ensuite de ça, on va aller juste remplacer là-dedans. Donc, si on sait que la masse totale du système, c'est M1 plus M2, là, on vient de trouver que M1, c'est égal à 1,74 fois M2. Donc, on remplace M1 par 1,74 fois M2. Et là, on sait que la masse totale, ça va juste être écrit en fonction de M2, 2.74 M2, puis la masse totale, on la connaît. Donc, on va être capable de diviser et d'aller trouver comme ça M2, c'est égal à combien. Et une fois qu'on connaît M2, ben, on peut aller calculer ça pour trouver M1, ou juste, on connaît M2, on sait que la masse totale, c'est M1 plus M2, on pourrait calculer M1 en faisant juste la masse du système moins M2. Là, les deux manières vont marcher. Fait que c'est une façon de vous auto-vérifier. Fait que peu importe comment vous allez procéder, vous allez être capable de trouver la masse M1 et la masse M2 de vos deux étoiles. Donc, c'est en utilisant et la troisième loi de Kepler ici pour trouver la masse du système et en utilisant le rapport ici pour travailler là, algébriquement avec ça. Donc, voilà, ça complète la section S09B. Et fait que ça vous montre que c'est vraiment, c'est vraiment le fun, c'est-à-dire qu'on est capable de juste observer n'importe quel système d'étoiles doubles, puis juste en observant la lumière qui provient de ce système-là, en récoltant la lumière, puis en l'analysant au niveau avec des spectromètres, okay? On est capable de voir le déplacement des longueurs d'onde observées, puis on est capable de faire un petit peu de travail avec ça, un peu d'algèbre, puis on est capable de trouver même la masse des étoiles. Donc c'est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver la masse d'étoiles qui se trouvent très très loin dans notre galaxie, juste simplement en les observant comme il faut, puis en étudiant comme il faut la lumière émise par ces étoiles-là. Donc ça démontre une fois de plus que c'est bien utile d'observer la lumière qui provient des étoiles, puis qu'on est capable d'aller trouver là, une multitude d'informations juste en analysant ça correctement. Donc voilà, fait que ça termine la section S09. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!